il doit satisfaire à certaines exigences de la loi qui se retrouvent à l'article 29. C'est un peu comme si le législateur avait mis là un genre de code de conduite pour le médecin qui doit vérifier certains éléments pour que tout soit conforme à la loi. Donc, le médecin doit s'assurer d'abord que le consentement de la personne est libre, qu'il n'y a pas de pression extérieure de la part de membres de la famille qui diraient, ben là, tu sais, où t'en es rendu, ce serait aussi bien de passer de vie à trépas plus rapidement, parce qu'il peut y avoir de ces pressions-là. Comment éviter ces pressions-là? Mais peut-être que le médecin peut rencontrer la personne seule, puis voir comment elle se comporte. Donc ça, c'est un élément. Il faut également que le consentement soit éclairé. Il faut que la personne soit en possession de toutes les informations pertinentes en ce qui concerne au geste de l'aide médicale à mourir. On a vu tantôt que le point majeur dans le consentement qui est éclairé, c'est qu'il faut avoir toute l'information, mais il faut que la personne comprenne. Il faut qu'elle comprenne que le geste qu'on va poser, c'est un geste qui va provoquer son décès. Voici les médications qu'on va lui administrer. Voici comment ça va se dérouler. Voici les conséquences. Voici les risques. Ça, je pense que ça fait partie du consentement éclairé. Le médecin aussi doit avoir des entretiens répétés avec la personne pour s'assurer qu'elle satisfait bien aux critères des souffrances psychiques et physiques. Et on dit bien des entretiens répétés. On ne dit pas combien, mais si c'est répété, la logique voudrait que ce soit plus qu'un. On parle d'un délai raisonnable, mais un délai raisonnable, on ne définit pas c'est quoi le délai raisonnable. Et le délai raisonnable pourrait, pratico-pratique, varier suivant l'état de détérioration de la personne, suivant sa condition. Ça pourrait être quelques heures, quelques jours, bon. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine urgence, parce que si la personne a des souffrances qui sont intolérables, inapaisables et constantes, pour toutes sortes de raisons, parce que là, elle veut pas telle médication, elle veut pas la sédation palliative, puis ça, c'est son choix. Mais là, il y a comme une certaine urgence d'agir. On dit aussi qu'on doit s'entretenir de la demande avec les membres de l'équipe de soins. Pourquoi? Parce que oui, c'est le médecin qui pose le geste, mais il y a des gens qui viennent en soutien. Ça peut être un pharmacien, ça peut être une infirmière, ça peut être d'autres personnes de l'équipe de soins. Donc, c'est important de discuter avec ces gens-là. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, mais c'est important de discuter. Il faut également s'en tenir dans la demande avec les proches si la personne le souhaite. Pourquoi? Ben parce que qui va être affecté, outre la personne qui va avoir l'aide médicale à mourir par le geste, ça va être les proches. Mais il se peut qu'une personne dise « je ne veux pas que vous en parliez à mon épouse ». Disons un cas extrême. Ou disent « vous pouvez en parler à mon épouse, mais je ne veux pas que vous en parliez à mes enfants ». Ou vous pouvez en parler à mon frère Émile, mais pas à mon frère Alfred. Le médecin se doit de respecter la volonté de la personne, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il est tenu par le secret professionnel, puis il ne peut pas s'ouvrir à tout un chacun en disant « mais voici ce qui s'est passé ». Il faut qu'il maintienne cette confidentialité dans la relation avec le patient. Il doit également permettre à la personne de s'entretenir avec une personne qu'on pourrait dire significative ou qu'elle souhaite rencontrer, qui peut être quelqu'un qui n'est pas un membre de sa famille, mais au fil des ans, elle a pu développer une relation particulière. Et on doit faire en sorte de faciliter tout ce processus-là, parce qu'il ne faut jamais oublier, si on regarde les critères, que c'est une personne qui est en fin de vie, qui a des souffrances psychiques ou physiques inapaisables, intolérables, constantes. Donc, c'est ça la situation. Donc, il faut tout remettre ça dans le contexte. Puis, il doit s'assurer qu'au moment où il pose le geste, qu'il y a effectivement eu l'avis d'un second médecin. Et ça, c'est une condition qui est essentielle, à laquelle on ne peut pas échapper.
Donc, dans les obligations du médecin, il doit s'assurer aussi, il doit rester jusqu'à la fin pour s'assurer du décès du patient et constater le décès. Et après ça, il doit faire une déclaration de l'aide médicale à mourir pour s'assurer que ça a été fait dans les normes. Donc, c'est un mécanisme de vérification. Il y a deux mécanismes, deux façons de le vérifier qui sont faites de façon concomitante et indépendante. La première, c'est pour vérifier la qualité de l'acte médical qui a été posé. Donc ça va être envoyé soit au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement ou au Collège des médecins, là, selon différents critères. Puis eux vont évaluer la qualité de l'acte médical. Et c'est envoyé aussi à la Commission sur les soins de fin de vie du Québec qui, elle, va faire une évaluation indépendante de l'acte ou de l'administration pour s'assurer que le patient répondait bien aux critères et que ça a été fait en respectant la loi sur les soins de fin de vie. Si la commission sur les soins de fin de vie juge que c'était non conforme, que le patient ne répondait pas aux critères ou que ce n'est pas bien expliqué dans le formulaire de déclaration, à ce moment-là, il envoie ça au Collège des médecins. Et c'est le Collège des médecins qui va évaluer la conformité.